Quand j'étais petite, sur les plages de la Baule et de la Côte Sauvage, nous remontions souvent avec des galettes de mazout sous les pieds. Aujourd'hui, il n'y a plus de galettes de mazout, mais il y a une pollution bien plus insidieuse, le plastique. Quand j'étais petite, sur les plages de la Baule et de la Côte Sauvage, je farfouillais entre les rochers pour pêcher des crevettes ou dans la vase pour pêcher des palourdes. Je m'amusais entre les doigts à faire éclater les vésicules des goémons. Aujourd'hui, plus de crevettes, quasiment plus de palourdes, plus de longues algues brunes. Les rochers sont à nu. Les tempêtes sont de plus en plus fréquentes. On trouve des arbres à terre, des ardoises arrachées. L'année dernière, un volet de notre maison familiale a été arraché. Un pan du mur de nos voisins s'est écroulé dans la mer. L'érosion avait eu raison du mur d'enceinte. La situation est urgente, elle est importante. Et c'est la raison pour laquelle je consacre la majorité de mon temps à la mer, et plus précisément à la Fondation de la mer. La Fondation de la mer s'engage avec tous ceux qui le souhaitent, les citoyens, des ONG, les scientifiques, les navigateurs, pour que nous ayons une mer protégée, libre et valorisée avec sagesse. La mer, l'océan, c'est 70% de la surface de la planète. Un espace en 3D dans lequel se déploie la vie, des millions d'organismes. Un espace totalement méconnu. D'ailleurs, à chaque expédition scientifique, les chercheurs découvrent des nouvelles espèces. Certes, non pas d'immenses mammifères marins, non, des organismes microscopiques, du zooplancton, du phytoplancton, qui sont absolument majeurs parce qu'ils sont à la source même de la vie dans l'océan. Ils sont à la base de toute la chaîne alimentaire dans l'océan. Et cette vie dans l'océan est en danger. 20% des récifs coralliens ont déjà disparu. Un quart pourrait disparaître dans les décennies à venir. Un tiers des mammifères marins est en voie d'extinction. Qu'allons-nous faire pour ces espèces ? Et pour notamment toutes les espèces qui vont disparaître avant même que nous ayons eu la chance de les découvrir. Il faut protéger la vie dans l'océan. Il faut protéger la vie de l'humanité. C'est urgent, c'est important. L'océan, avec son énorme volume d'eau, avec le phytoplancton, est le régulateur du climat. Il absorbe un tiers du CO2 que nous émettons. Il produit 50% de l'oxygène de l'atmosphère. Il a absorbé 90% de l'excès de chaleur que nous avons produite par nos activités humaines. Alors que se passera-t-il si un jour l'océan ne peut plus jouer ce rôle ? La situation est urgente. Elle est importante. Vous le savez, tout finit dans l'océan. Toutes nos pollutions, les visibles, les invisibles, tous ces déchets que nous ne prenons pas la peine, le temps de trier. Depuis que je vous parle, ce sont pas loin de 40 tonnes de plastique qui ont été déversées dans l'océan quelque part sur la planète. Il faut stopper cette horreur. C'est urgent, c'est important. Vous connaissez peut-être ce vers de Charles Baudelaire. « Homme libre, femme libre, toujours tu chériras la mer. » La liberté, pour moi, c'est le cœur de mon amour pour l'océan. Il vient d'un couple d'amis de mes parents, Christophe et Christine, qui habitaient en Allemagne, à Leipzig. À l'époque, c'était l'Allemagne de l'Est, sous joug soviétique. Tous les étés, Christine venait avec ses enfants passer 2 semaines de vacances avec mon frère, mes sœurs et moi. Christophe, lui, ne pouvait pas quitter l'Allemagne de l'Est. Il était professeur de théologie, pasteur, donc à Leipzig. Et puis une année, je ne me souviens plus très bien quand, au milieu des années 80, il a reçu l'autorisation de partir avec sa femme et ses enfants. Je me souviens encore de l'émotion qu'il a saisie quand nous l'avons emmené en mer.
pas de murs, pas de frontières, nulle autorisation à demander. Il a éprouvé ce sentiment incroyable de pouvoir naviguer vers l'horizon en toute liberté. Alors Christophe, je pense à toi chaque fois que je vais en mer. Merci de m'avoir fait découvrir ce que signifie la liberté en mer. D'autant plus que cette liberté est aujourd'hui menacée. On le voit avec la mer d'Azov, avec la mer Noire. Les Chinois font la même chose en mer de Chine méridionale. Des centaines de bateaux industriels vont intimider les petits pêcheurs artisanaux. Des câbles sous-marins sont sabotés. Bref, la sécurité et la liberté en mer ne sont plus la norme. La situation est importante. Elle est urgente aussi. Alors, évidemment, devant toutes ces menaces, et je ne vous ai même pas parlé de la pêche illicite, illégale et de la surpêche, ça pourrait faire l'objet d'une conférence TED à elle toute seule. Devant toutes ces menaces, il faut se révolter, s'indigner, dénoncer. Mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Depuis plus de 30 ans, j'évolue dans le monde de l'entreprise. Je suis dirigeante et actionnaire d'entreprise. Je suis émerveillée devant la qualité des produits que nous proposons à nos clients, impressionnée par le travail de nos collaborateurs, très fière de créer de l'emploi en France. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'esprit entrepreneurial. Cette faculté de regarder chaque situation, même les plus délicates, comme une opportunité de faire mieux, de faire différemment. Et c'est la manière dont nous fonctionnons à la Fondation de la Mer. Nous prenons le temps de la réflexion, de l'étude, de l'analyse, et puis nous agissons. Nous agissons par tous les moyens. Parce que chacun peut agir. Et ici, en Bretagne, le pire est arrivé fin 99. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. C'était le naufrage de l'Erika. Les plages, les rochers étaient couverts de pétrole. Les oiseaux, aux ailes engluées, ne pouvaient plus voler. C'était atroce. Que s'est-il passé ensuite? D'abord, un vaste plan de rénovation écologique. Nous nous sommes tous mobilisés pour nettoyer et remettre en état ces rivages souillés. Et puis, des réglementations internationales. Ça a marché. Ça a marché. 96% des pollutions pétrolières depuis les années 70 se sont déroulées avant 1999. À l'époque, il y avait environ 40 marées noires par an. Aujourd'hui, il y en a environ 2. C'est 2 de trop, bien sûr, mais quel chemin a été parcouru? Alors oui, nous pouvons agir. Chacun peut agir. Et la première action que nous pouvons mettre en œuvre, c'est de s'informer et de se former. C'est ce que vous faites en écoutant cette conférence TED. C'est ce que je fais régulièrement en écoutant des podcasts de scientifiques, le CNRS, l'Ifremer, la Marine nationale. Et c'est important, parce que la mer est une grande inconnue. Savez-vous, par exemple, que les coraux sont des animaux? Oui, chaque brin de corail, c'est un squelette qui rassemble des millions d'animaux minuscules. Ensemble, ces animaux sécrètent un squelette en calcaire commun. Savez-vous que les algues peuvent fleurir? Les scientifiques appellent cela le bloom, ou l'efflorescence algale. La mer devient alors rouge ou vert fluo. On l'a vu ici il y a quelques années en Bretagne. Généralement, ce n'est pas dangereux pour la santé humaine, mais si ces phénomènes se renouvellent trop régulièrement, c'est le signe d'un dérèglement de l'océan. Savez-vous que le requin est dangereux pour l'homme? Le requin est dangereux pour l'homme. Chaque année, l'homme est dangereux pour le requin. L'homme est dangereux pour le requin. Chaque année, le requin tue une dizaine de personnes par an.
Chaque année, l'homme tue 100 millions de requins par an. Certes, on ne pêche pas et on ne se nourrit pas de 100 millions de requins, non. On sort les requins de l'eau, on leur coupe l'aileron et ils sont rejetés à l'eau, les condamnant à une mort certaine. L'homme est dangereux pour le requin. Savez-vous qu'on ne peut pas ramasser le plastique en mer? On adorerait ramasser le plastique en mer. Mais la réalité, c'est que lorsque le plastique arrive en mer, il se décompose très rapidement de macrodéchets en microdéchets et en nanoparticules. Les filets, quels qu'ils soient, ne peuvent pas ramasser ces plastiques. Aujourd'hui, les meilleures techniques qui existent permettent de ramasser en une journée la quantité de plastique qui est déversée en 3,3 secondes. Vous imaginez que c'est impossible de ramasser le plastique en mer. Alors, si c'est impossible de ramasser le plastique en mer, que peut-on faire? Eh bien, il faut le ramasser à terre. Pourquoi? Parce que 80% du plastique que l'on retrouve dans l'océan vient de la terre. On appelle cela la pollution tellurique, la pollution qui vient de la mer. Comme citoyen, on peut agir. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à une collecte de déchets. Vous allez sur le site Un geste pour la mer de la Fondation de la mer, et il y a 200-250 associations partout sur le territoire qui organisent plusieurs collectes par an. Vous participez ainsi à la mobilisation de milliers de personnes qui contribuent à lutter contre la pollution à terre. Vous pouvez aussi soutenir un éco-citoyen. Ce sont des jeunes aventuriers qui mènent des aventures pour sensibiliser à la pollution plastique. Moi, j'aime beaucoup Anaëlle. Anaëlle, il y a 2 ans, avait longé tout le littoral méditerranéen à vélo et en kayak. Et à chaque étape, elle organisait une collecte de déchets et de la sensibilisation du grand public. L'année dernière, Anaëlle a descendu la Loire, toujours à vélo et en kayak. Et c'est Solène qui l'a remplacée sur le littoral méditerranéen. Cette année, elles ont été rejointes par Philomène. Philomène, c'est une nageuse et une coureuse. Alors, elle va aller du lac Léman jusqu'à Menton, toujours en organisant des collectes. Vous pouvez aussi vous procurer des produits issus de l'upcycling. L'upcycling, c'est la manière de transformer des déchets en des produits qui peuvent être utiles. Alors, par exemple, des masques. Ça, je pense à Clément. Clément, il organise le mascaton. Il court, et en courant, il ramasse des masques avec ses copains. Et ensuite, il transforme tous les masques en une vraie panoplie. Des sacs, des maillots de bain et même des robes de princesse. Vous pouvez aussi aller dans les écoles, parce que parler aux enfants, les mobiliser, leur expliquer comment ils peuvent contribuer, c'est extrêmement important. Et puis, vous pouvez, si vous le préférez, aller choisir une espèce en particulier que vous avez envie de protéger. Des requins, des orques, d'autres mammifères marins, des poissons de moiselle dans les coraux. Moi, ce que j'aime en particulier, c'est le diable de mer. Le diable de mer, c'est une cousine de la raie manta tropicale. Elle vit en Méditerranée. Il est peu probable que vous en ayez jamais rencontré une. Pourquoi? Parce qu'elle est en voie d'extinction. Et à la Fondation de la mer, nous soutenons une association qui cherche à comprendre les modes de reproduction et de vie du diable de mer, pour justement pouvoir mieux le protéger. Puis vous allez me dire, en fait, je passe la majorité de mon temps au travail. Que puis-je faire quand je suis au boulot? C'est aussi la question que je me suis posée comme chef d'entreprise. Alors, il y a un certain nombre de choses assez simples qui, au fond, permettent de réconcilier l'économie et l'écologie. Regardez les emballages. Réduire la consommation de CO2, on n'a pas besoin d'être en t-shirt en plein hiver dans son bureau. Réfléchir à l'idée de consommer et de produire localement. Installer dans son bureau un panneau « La mer commence ici ». Évidemment, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes impacts sur l'océan. Et c'est pour ça, à la Fondation de la mer, que nous avons développé des outils qui permettent aux entreprises d'évaluer leur impact sur l'océan et puis de les valoriser et d'agir. Par exemple, pour un hôtel, l'enjeu, c'est la consommation d'eau. Comment réduit-on la consommation d'eau dans l'hôtel? C'est également le type de poisson qui est utilisé dans le restaurant. Ce sont les babioles en plastique dans les chambres, dans les salles de bain.
Si vous êtes une agence de publicité, vous pouvez influencer vos clients sur les messages qu'ils font passer aux consommateurs. Vous pouvez décider de tourner vos publicités en France. Si vous êtes une municipalité, vous pouvez équiper vos agents municipaux de triporteurs électriques. Vous pouvez rénover les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie. Vous pouvez vous assurer que les entreprises avec lesquelles vous travaillez mesurent leur impact sur l'océan et ont une stratégie océan. Alors vous voyez, c'est facile d'agir, parce que tout est lié avec l'océan. Le climat, la biodiversité, la manière de produire et de consommer. Et c'est ce que j'essaye de faire comme citoyenne, comme consommatrice, comme dirigeante d'entreprise et comme présidente de la Fondation de la Mer. Alors pour conclure, j'aimerais partager avec vous un rêve et puis vous demander une faveur. Mon rêve, c'est que quand nos enfants, nos petits-enfants, feront leurs premiers pas sur la plage, ils ne découvrent aucune pollution. Qu'ensuite, adolescents, quand ils iront naviguer, ils puissent aller droit devant eux, sans se poser de questions, en toute liberté. Et puis enfin, peut-être, un jour, qu'ils aient la chance de pouvoir mettre un masque et un tuba, boire des bouteilles et s'émerveiller devant un récif corallien. La faveur que je vous demande, c'est de partager avec moi une photo, une image qui vous fait vibrer, qui vous inspire quand vous pensez à la mer. La mer, c'est une infinie source d'inspiration pour les artistes. Les musiciens, les poètes, les écrivains, les peintres, les photographes. Moi, c'est cette photo d'oiseau marin qui me fait vibrer, cette vie qui survole l'océan en toute liberté. Alors, s'il vous plaît, partagez quelque chose qui vous fait vibrer avec moi, parce qu'ensemble, nous pouvons agir pour l'océan. Merci beaucoup.